Daniel, qu'est-ce qui définit l'amitié? L'amitié, si on le regarde d'un point de vue astrologique, c'est la maison 11. Et c'est la maison du Verseau. C'est également la maison qui s'associe au projet. Donc, si on va dans le sens de cette base d'interprétation, on peut dire que les amis en soi, ce sont des individus qui sont placés dans notre vie, un peu comme des acteurs qui viennent nous donner une réplique et qui servent, ni plus ni moins, à développer un aspect de notre programmation qui doit nous pousser à une projection vers la vie publique, vers le social. Donc, en soi, la vie qu'on associe à l'amitié, c'est-à-dire la vie qu'on vit dans le monde de l'amitié, c'est lié à un développement d'extériorisation, donc à un développement qui vise à pousser l'individu vers une vie publique, une vie sociale, et d'être accompagné, un peu comme dans une vie de couple, d'être accompagné par des gens qui ont une sympathie d'âme vis-à-vis de notre personne, qui ont des liens d'âme karmiques également, qui doivent, parce que quand on parle de karma, on parle d'obligation dans un sens, donc qui doivent nous accompagner pour l'actualisation et la réalisation d'un projet où chacun, c'est-à-dire vous et l'ami en question, y trouve son bénéfice. Est-ce que tu peux avoir plusieurs amis? Oui, tu as autant d'amis que le projet exige de contenir le type d'événement dans lequel on est placé. Mais je pense pas qu'il y ait une possibilité de développer des amitiés avec beaucoup de profondeur si ça s'est trop multiplié. Disons qu'en d'autres termes, chaque être humain dispose d'une certaine intensité, d'une certaine profondeur, et ça demande beaucoup d'intensité, beaucoup de profondeur pour entretenir beaucoup d'amitié. C'est un peu comme si je dirais, il y a des gens qui ont des fleurs à entretenir. Un ami, c'est un pot de fleurs, c'est une personne, disons, qui dynamise un centre d'intérêt dans notre vie. Et puis, on peut avoir plusieurs centres d'intérêt, on peut avoir beaucoup d'intensité dans différents champs d'exercice de notre vie publique. Je pense que dépasser 100 amis, là, il faut avoir pas mal de jus dans la batterie pour entretenir tous ces gens-là. Parce que un ami, c'est quand même pas une connaissance, c'est plus que ça. C'est quelque chose avec lequel on s'implique. Une relation amicale, ça exige du respect, ça exige de la confidence, ça exige un respect de cette confidence, donc une certaine exclusivité. Ça demande presque un secret comme on vit dans le couple. Et puis quand on a beaucoup d'amis, ben c'est comme si on a tendance à se diluer et on peut pas se confier de la même façon à tout le monde. Chaque personne a sa façon d'interpréter l'émotion, le sentiment, l'engagement. Et ça varie d'une personne à l'autre selon sa programmation. Puis ça dépend aussi beaucoup de la programmation que la personne a envers votre personne. Donc, beaucoup d'amis, ça dépend ce qu'on entend par beaucoup. Dans mon cas, à moi, disons, avoir plus que 20 amis, ça serait pas mal la limite. Et puis, après ça, ça tombe pas mal plus dans le registre des connaissances. Et puis, sans compter qu'on peut avoir des amis un temps dans notre vie, la durée de vie d'un projet. Et puis quand le projet s'estompe, ben la personne qui est un ami peut devenir une connaissance parce qu'on a eu une bonne relation pour le projet et l'intensité qu'on avait à vivre, mais on n'a pas nécessairement un ami qui va durer indéfiniment selon les étapes de vie dans lesquelles on est. C'est beaucoup plus passager un ami qu'un couple en soi. Malgré qu'il y a des gens qui vivent des relations amicales qui frisent le registre du couple parce que sans mêler la sexualité dedans, ils se retrouvent dans des relations qui ont un côté, je dirais, extrêmement possessif. D'ailleurs, c'est un peu la limite ou la ligne dans laquelle les gens doivent faire attention. Le couple, c'est un territoire. Une relation amicale, c'est une rencontre qui est sur un territoire neutre. Quand une personne commence à être possessif d'une relation amicale, c'est parce que là, elle est rendue dans les registres du couple. Puis là, c'est pas de santé à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de confusion qui s'installe. Il y a beaucoup d'intimité dans l'amitié. Mais l'intimité est asexué. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des amis de femmes, des amis d'hommes, puis ça ne contrevient pas à votre orientation sexuelle.
Les gens qui mêlent la sexualité à l'amitié, c'est des gens qui veulent simplement vivre du couple sans s'engager. Fait que ça, c'est une condition à ce moment-là qui est très malaisée parce que ça suppose que les gens sont pas définis, c'est des gens qui ont pas de maturité et qui visent à établir des relations, des liens d'affectivité, d'émotion, pour avoir un certain contrôle sur un territoire, disons, du mental de l'autre, à travers le champ de l'émotivité, à travers le champ du sentiment. Puis ça, je trouve ça malsain dans un sens. Ce qui devient important de comprendre, c'est que le principal conflit qu'on retrouve dans l'amitié, c'est la recherche d'un contrôle de l'autre. Fait que quand vous avez des amis qui cherchent d'une façon ou d'une autre à vous dominer par une condescendance financière, une condescendance, comme je l'ai mentionné, affective ou émotionnelle, par le biais de la sexualité, s'il y en a qui le vivent comme ça, ou tout simplement par le prestige. Ça c'est sûr que c'est des amitiés qui sont temporaires parce que karmiquement, c'est des types d'échanges qui vont s'estomper éventuellement parce que la personne dominée va éventuellement trouver un point d'ancrage dans son identité et puis va rejeter littéralement la personne qui la domine, même si ça apparaît être une amitié. C'est pas parce qu'on a une relation avec une personne dans laquelle on fait un travail ou qu'on a des sorties qu'on est nécessairement des amis. Tu sais, un ami en soi, c'est supposé un peu comme dans un couple, t'aider à sortir de la survie. La différence, c'est qu'avec le couple, il y a un engagement où on partage les biens. Tandis que dans l'amitié, il y a une certaine forme de partage, mais c'est un peu plus chacun pour soi, dans le sens qu'on partage le résultat d'un projet, mais on ne le vit pas à travers notre intimité, on le vit à travers un courant d'activité sociale. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'amitié, c'est dans le registre de la vie publique, ce n'est pas dans le registre de la vie intime. On peut avoir une certaine confidence dans nos rapports humains amicaux, mais la personne qui nous écoute comme ami, ce n'est pas une personne qui a à vivre avec nous les perturbations à caractère affectif. Mais quand ils les vivent, ou quand on mêle un ami à vouloir vivre notre affectivité, ben là, on tombe dans les registres du couple, on tombe dans les registres de l'intimité. Et ça, comme je l'ai dit, mêler des amis là-dedans, ça va inévitablement nous amener à une forme de déception parce que c'est des situations qui sont temporaires. Un ami, par principe, ce n'est pas quelqu'un qui s'engage pour la vie. Tandis que c'est une structure de couple, ça a une tendance à s'enligner vers une permanence sans négociation, sans vouloir constamment bouleverser la rythmique de l'autre. Il y a une volonté dans le couple qui est pas pareille dans l'amitié. L'amitié, ça veut pas pour l'autre au point de prendre sa survie à sa charge. Malgré que là, on regarde les couples et on se dit aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de couple et que les gens vivent plus un couple sur une base amicale. C'est vrai aussi. Donc, c'est sûr que s'il y a un mélange de un ami, un projet dans le phénomène du couple, ben on va avoir des gens qui vont se mettre en relation ensemble pour, je sais pas, s'acheter une maison ou mêler leurs finances ensemble pour améliorer le mode de vie ou le train de vie financier. Mais dès que vous rentrez un enfant là-dedans, vous voyez bien que là, vous ne pouvez plus jouer à l'ami intime. L'ami, c'est une personne qui protège et qui développe avec vous une progression publique et sociale, mais qui ne va pas dans le sens de votre vie privée au point de devoir s'engager, exemple, pour vous protéger au niveau de la santé, pour vous protéger si vous tombez malade, exemple, il peut vous aider, mais il ne peut pas s'engager à vie dans ce processus-là. Un jour, il va avoir à transférer le dossier à un autre. Fait que les limites de l'amitié, c'est des limites qui sont liées simplement au fait que les deux doivent favoriser une identité puis un développement pour en arriver à vivre un peu chacun pour soi. Les amis, c'est plus fragile qu'un couple. Si votre amitié est plus forte que le couple, c'est pas un couple que vous aviez, dans le sens que vous aviez un couple qui n'était pas engagé. Puis si l'amitié est plus forte que le couple, c'est peut-être parce que dans vos amitiés, vous avez joué des jeux qui ont pris l'énergie du couple pour se mêler à la relation amicale. Il y a bien des gens qui font des mélanges. Ils vivent un couple, quand ils sont insatisfaits de leur relation de couple, ben là, ils transposent l'énergie affective de leur couple dans une relation amicale, et puis là, ben, toute l'énergie du couple est vidée pour l'énergie de l'amitié. Puis là, ben, quand ils perdent leur couple, ils se rendent compte que l'amitié est pas plus engagée que dans la structure de couple. Et puis là, ils sont fait, comme on dit, entre guillemets, baiser ces deux plans. On dirait que personne veut s'engager. Fait que tu te dis où les gens vont s'engager. Les gens s'engagent sur un projet. Ça. Puis dans un couple, le projet, c'est la survie, là, la grosse survie crasse, là.
difficiles, la survie financière, la survie émotionnelle, la survie au niveau de tout ce qui touche la peur de vivre, là, la peur de pas réussir, puis la peur de pas avoir de succès. C'est là qui est le couple. Si vous n'êtes pas capable d'aller dans ce sens-là, dans une relation à deux, parlez-moi pas de couple, parlez-moi de fréquentation, de flirt, mais pas de couple. Un couple, c'est quelque chose qui s'engage, qui plombe. C'est un couple. Et les gens, le couple, ils veulent vivre ça comme des amis. Ça se fait pas, ça. C'est impossible d'être ami et en couple. T'es en couple ou t'es des amis. Fait qu'une personne qui s'enligne sur une relation amicale, elle s'enligne sur une relation de surface. C'est normal à ce moment-là, étant donné que le projet est un peu comme le prétexte de l'échange, ben, ça devient le projet qui est la mesure ou qui est la zone dans laquelle on évalue l'autre pour savoir s'il est capable de se contenir ou de contenir une partie du projet en question. Fait que si votre relation est sur une base amicale, ben là, regardez le projet que vous avez ensemble, puis regardez c'est quoi dans le projet que vous avez, vous, la partie à défendre. Il y a une partie, vous, dans le projet qui est essentielle que l'autre soit là, puis il y a une partie qui est essentielle que vous soyez là dans le projet pour que l'autre puisse opérer, fonctionner également. C'est sûr que là, à ce moment-là, il y a un niveau d'engagement qui est pas lié au fait d'être attaché à l'autre, mais on est attaché à l'évolution, au développement du projet. Je vous donne un exemple banal. Vous jouez au tennis, et puis pour jouer au tennis, ben il faut un partenaire. Bon, vous faites un ami avec une personne avec qui vous pouvez jouer au tennis. Puis la personne est de votre calibre. Bon, ben vous avez besoin de cette personne-là, et cette personne-là a besoin de vous pour qu'il y ait existence du sport du tennis dans votre vie. Vous avez une relation qui est potentiellement amicale, dépendant de jusqu'où vous voulez vous engager dans ce sport-là. Est-ce que vous voulez vous engager sur une base professionnelle, amateur, occasionnelle, etc., etc.? Ben, selon la détermination mutuelle, la définition mutuelle de votre niveau d'engagement sur le sport, ben vous allez pouvoir mesurer le niveau d'intensité de cette amitié-là. C'est là que ça va se sentir. Si par contre, votre structure d'intérêt mutuel est au niveau d'un travail, puis que ça engage votre survie financière et matérielle, oubliez jamais qu'un ami, c'est chacun pour soi. Jamais oublier que c'est chacun pour soi. Fait que vous êtes ensemble pour développer la ressource professionnelle et vous allez avoir besoin l'un de l'autre tant et aussi longtemps que vos énergies vont converger vers une ascension de la croissance et du développement du projet. Mais si à un moment donné, dans le projet, il y a un conflit d'intérêts et puis que là, vous devenez des compétiteurs, vous allez voir votre structure amicale éclater au grand jour parce que là, le projet va avoir pris une direction où ça doit être une seule personne qui doit avoir autorité sur le projet et ça oblige d'en éliminer un ou ça oblige à un des deux amis à être sous la tutelle de l'autre. Et là, vous allez vous rendre compte que l'amitié prend une nouvelle tournure pour pouvoir permettre au projet de prendre une croissance ou une ascension. Là, vous allez me dire, est-ce que c'est possible que un ami soit le projet? Et là, on n'est pas loin du chemin du couple. Parce que quand vous commencez à vous intéresser au développement d'une personne, puis que c'est pas votre travail, si vous n'êtes pas un coach, là, mais si c'est votre intérêt de développer l'autre, ça, c'est les particularités du couple. C'est dans le couple qu'on retrouve ça, le besoin d'aider l'autre à se développer. Quand on n'est pas coach. Si c'est votre travail de coacher, ben là, vous pouvez coacher 40 personnes. Indirectement, vous êtes à ce moment-là un ami pour ces gens-là parce que l'intérêt, c'est le développement. C'est pas la personne en soi. Fait que l'évolution du projet, donc de développement de la personne, permet à ces gens-là de vivre une croissance et de dire, ben, c'est mon ami, parce que la personne vous veut du bien, parce qu'il s'occupe de votre croissance. Mais elle, généralement, dans sa propre définition, il faut qu'elle situe son intérêt. Avec son intérêt, ça peut être varié, ça peut être une affaire de prestige, une question de pas rester tout seul, une question d'avoir de la finance. C'est quoi les principales qualités pour être un bon ami? Ben, un bon ami, c'est une personne qui, premièrement, est capable de voir quels sont les intérêts pour l'autre, d'être avec lui ou elle, puis d'être capable aussi de voir dans le projet qu'est-ce qui est possible de développer de sa part, puis qu'est-ce qu'il est capable de voir que l'autre est capable de développer également, et qu'il soit capable, à l'intérieur, les deux ou les plusieurs, ça dépend s'ils sont plusieurs, qu'ils soient capables d'être frangeux quand ils ne sont plus aptes
à développer le fameux projet ou qui commence à perdre une certaine objectivité dans l'échange, puis qui commence conséquemment à être un petit peu vampirique même dans le projet. Un ami qui se retire bien, c'est un ami qui peut se représenter dans d'autres choses lorsqu'il n'a plus d'éléments à apporter dans l'échange. Une personne qui sait s'engager dans l'échange, en général, sait qu'est-ce qu'il doit présenter pour motiver et intéresser l'autre dans la relation. Et faites attention pour mettre trop de sentiments ou d'émotions dans une amitié parce que la base même de l'amitié, c'est pas le sentiment. La base même de l'amitié, c'est l'engagement dans ce qui se développe pour les deux ou pour le groupe des gens. Et si vous perdez ça de vue, ben vous risquez d'être un ami passif, négatif à un moment donné si vous n'apportez plus rien dans l'échange et que vous essayez de coller, vous essayez de rester dans l'échange pour rien. Moi, j'ai été l'ami de bien des gens et j'ai toujours su où me retirer. Et j'ai été l'ami des gens parce que je savais quelle était la part où j'étais utile. Et la part où je n'étais pas utile, ben, je référais à d'autres. En d'autres termes, j'essayais pas d'être exclusif dans l'échange. J'essayais toujours d'améliorer le développement d'une personne ou d'un groupe de personnes ou le projet en soi pour que plusieurs en bénéficient et que plusieurs également soient capables de trouver comment eux peuvent enrichir le projet en question. Là, les gens vont me dire, ben, ouais, mais quel genre de projet qu'on peut faire ensemble? Bon, idéalement, c'est quelque chose de concret et d'actif. Mais je peux comprendre que pendant une certaine phase de votre vie, vous avez besoin de quelque chose de plus abstrait et de plus affectif. Mais ça peut pas durer indéfiniment. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans notre vie pour balancer nos vibrations. On se fait brasser pas mal dans le travail, on se fait brasser pas mal des fois même dans la vie de couple. Puis on a besoin d'amis comme justement pour balancer nos vibrations. Mais si ça descend pas dans un projet concret ou actif, ce côté éthéré-là peut être facilement menacé par d'autres amis qui vont réussir à balancer vos vibrations, qui vont réussir à vous changer les idées par rapport à une turbulence quelconque dans votre vie. Puis ça peut aussi être le fait que les turbulences vont disparaître au niveau du travail ou au niveau du couple. Et puis que là, vous n'aurez plus besoin autant de l'ami que vous allez finalement laisser tomber l'ami. Tandis que si vous avez un projet puis que le projet a une certaine permanence, que c'est plus que faire un party ou d'organiser une petite fête foraine, si c'est réellement quelque chose qui est plus solide, ben au moins si la relation affective s'estompe ou diminue à cause du fait justement que la turbulence dans votre intimité ou la turbulence dans votre vie professionnelle a plus les mêmes portées, ben il va au moins vous rester la structure du projet. Ce qui fait que la relation amicale peut être moins intense, mais elle va quand même avoir une certaine durabilité à cause de la forme qui va avoir été créée. C'est un peu comme les gens qui s'engagent dans une relation de couple, mais sur une base amicale. S'ils font rien de concret, comme l'achat d'une maison ou quelque chose qui touche la structure de survie matérielle, donc s'ils ne font rien là-dedans, ben, ils risquent éventuellement de se séparer et ne plus avoir rien à se raconter ou à engager comme échange. Donc, c'est important dans un sens que si vous rentrez dans une relation affective avec la rythmique et la dynamique de l'amitié, ben, c'est important que vous soyez capable de vous donner une construction, que vous ayez quelque chose, une business ou n'importe quoi qui justifie votre relation sur une base de long terme. Donc, si vous ne le faites pas, ben là, ça devient plus aigu d'être dans un échange. Là, ça va être du racontage de passé, ça va être la complainte du phoque en Alaska, comme on dit souvent, là, où vous allez toujours chercher à garder l'autre dans le passé, puis dans le souvenir et dans le sentiment. Ça, c'est le type de relations qui sont très, très vampiriques et qui vous auriez avantage d'ailleurs à couper. Quand les gens font une grosse sélection, quand ils sont tout près de rentrer dans leur identité, ben on voit que les premières choses qui coupent, c'est ces genres de relations-là qui sont extrêmement passives et limitatives dans leur vie. Il y a un phénomène qui différencie le couple de l'amitié, c'est l'exclusivité. Je m'applique souvent à dire aux gens, écoutez, si vous voulez un couple, ben, trouvez-vous un moyen d'être extrêmement exclusif à la personne avec laquelle vous vivez, sur les bases affectives, financières, sur les bases même sociales, et de toujours donner finalement une priorité à votre relation de couple. L'amitié, ça exige pas autant d'exclusivité. Il faut une certaine exclusivité quand on est, exemple, entre des connaissances et des amis. La connaissance étant un facteur, disons,
je dirais, d'intérêt très passager. Et l'amitié étant une relation qui exige un peu plus de permanence et une certaine forme d'exclusivité sans tomber au registre d'exclusivité qu'on a du couple. C'est comme si je vous dirais, exemple, la famille est en priorité, je parle des enfants, le couple est la deuxième priorité, et ensuite, il y a les amis, et puis les connaissances, évidemment, c'est une priorité qui est extrêmement secondaire. Donc, si on parle de où est-ce qu'on doit situer le couple, le couple, c'est le deuxième, même le troisième niveau après l'identité. Partant du principe que l'identité est la première des grandes priorités de l'être humain, que les enfants sont la deuxième et le couple la troisième. J'inclus dans le couple les rapports aussi avec la famille. Donc, inévitablement, la dynamique d'échange de l'amitié se trouverait en quatrième niveau, si vous aimez mieux. Ce phénomène d'exclusivité, c'est un phénomène qui est lié à une certaine hiérarchisation de nos relations. Et puis une personne qui veut garder son intégrité, qui veut garder son équilibre dans la vie, doit savoir établir ses fameuses priorités pour éliminer toute forme possible de confusion. Sinon, une personne qui n'est pas capable de défendre son individualité, défendre sa famille, je parle en termes d'enfants, qui n'est pas capable de défendre le couple, quand elle arrive dans l'amitié, c'est son dernier bastion où elle doit exprimer un peu d'engagement. Et si elle n'est pas capable dans l'amitié de s'engager, à partir de là, on peut considérer que ce ne sera dans sa vie que des connaissances qui se présenteront dans sa vie, auxquelles les seules attaches seront les intérêts financiers, les intérêts émotionnels passagers et les intérêts de prestige ou de vedettariat quelconque qu'il y aura ou qui se présenteront dans sa vie. Donc, l'amitié, si vous la situez dans des rapports, je dirais, de priorité, c'est une priorité qui est souvent liée à des projets qui cherchent à forger notre individualité. Les gens, généralement très ambitieux, sont des gens qui ne peuvent vivre que dans leur intimité, que des rapports d'amitié. Les gens qui sont plus engagés et que l'ambition sociale a moins d'importance peuvent plus facilement vivre des rapports de couple parce que leur énergie, leur concentration, leur focus s'enligne justement sur l'intimité plutôt que sur la vie publique. C'est comme si, dans un sens, les gens qui ont une vie publique sont presque condamnés à vivre leur intimité dans leurs rapports amicaux et que les gens qui ont à délaisser les rapports d'ambition publique ou sociale ont une certaine, entre guillemets, condamnation à vivre plus leur affectivité dans les rapports dits de couple et sont plus dépendants affectivement, ça va de soi, parce que leur énergie, leurs ambitions, dans un sens, est dirigée vers une construction de cette fameuse intimité avec une retraite douce et calme en fin de ligne, en fin de vie. Donc, l'individu ambitieux, son couple est plus brassé, plus sujet à vivre les séquelles justement de l'ambition financière, matérielle, du prestige, de la réputation et du nom. Et ces individus-là, évidemment, sont plus sensibles à se faire infiltrer par des relations amicales qui visent à aller chercher un peu de leur intimité pour justement leur projet personnel. Ça veut dire, Daniel, si je suis ambitieuse, j'ai pas de couple. Si tu es ambitieuse, c'est plus difficile d'avoir un couple parce que tes énergies ne sont pas orientées vers le couple. Si on regarde le côté destin, c'est que, en général, dans la vie, il vous est présenté un couple jeune. Si pour une raison quelconque, vous l'avez refusé, c'est parce que votre destinée s'orientait vers une vie publique. Et quand on a refusé une destinée de couple, c'est vers la fin de vie qu'il vous en est représenté une autre, après que vous ayez vécu votre expérience de vie publique. Mais c'est sûr qu'une personne qui refuse le couple va se retrouver dans des relations qui sont rarement engagées avec de la générosité. C'est des gens qui vont s'allier à vous dans l'intimité pour des raisons de prestige. Votre prestige public, ça va de soi. Et tout ce que ça occasionne de vie publique. Donc, l'intimité est mise en deuxième niveau. Et ce n'est pas à ce moment-là possible pour l'individu de demander ce que les gens qui ont une intimité ou un investissement, si on pourrait dire, de leur intensité, de leur énergie, de leur affectivité, donc tout cet investissement-là orienté vers l'intimité, qui disent non à la vie publique, c'est sûr que cette dynamique d'échange-là suppose un temps d'attente. On peut se plaindre de ne pas avoir une belle vie de couple,
en attendant que le mari ou la femme ait fini sa carrière. Et on doit attendre justement que toutes les illusions, toutes les impressions qu'il y avait à vivre dans le domaine de la vie publique et de la carrière soient terminées avant de pouvoir se réintégrer dans une vie intime. Et encore là, ça ne garantit pas la possibilité dans cette intimité-là de garder un équilibre avec l'autre, parce que si l'autre ne nous a pas accompagnés ou n'a pas vécu des choses similaires, il y a un différentiel au niveau de la vibration qui permet pas vraiment de partager des mémoires et conséquemment tous les jeux de l'âme puis de l'impression intime qu'on peut vraiment, je dirais, échanger dans les dialogues par rapport à l'autre. C'est donc dire ici que c'est très important de comprendre que même si vous avez une vie publique, il vous faut conserver une certaine forme d'intégrité de votre intimité. Une capacité, moi j'appelle ça protéger le couple, c'est protéger une exclusivité. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose dans nos rapports humains, je parle au niveau de l'intimité, donc du couple en potentiel, il faut toujours que la personne soit capable de créer une exclusivité dans son échange. Si cette exclusivité-là est fragmentée trop fréquemment au cours d'une vie, ça devient carrément impossible de vivre un couple, peu importe le temps, l'âge que vous allez avoir à vouloir un couple. Si vous allez, la vie va vous avoir comptabilisé à travers vos fracturations, va vous avoir comptabilisé, je dirais, une multitude de chocs en retour et d'ajustements obligatoires pour vous permettre finalement de comprendre que ce qui vous reste, c'est une possibilité d'amitié au mieux. Et si c'est trop fracturé, ben là, ça devient strictement des connaissances passagères qui balancent, comme on dit, vos vibrations de passage. On me pose souvent la question, jusqu'où on peut faire confiance à un ami? Ben, écoutez, quand on a une personne qu'on considère être un ami, on considère que il a une capacité de contenir les secrets, de contenir les états, les humeurs que l'on vit. Et quand on dit capacité de contenir, on parle d'être capable de ne pas porter de jugement négatif à outrance sur notre relation. Il peut avoir un jugement sur les aspects négatifs de notre personne et nous les révéler, mais il est franc-jeu. Il est capable de dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit par rapport à ce que vous exprimez à son égard. Il vous avertit également de ce qu'il ne contient pas. Il peut vous avertir verbalement, mais il peut aussi également vous avertir par son absence, par sa distance, pour vous faire comprendre qu'il n'est pas en couple avec vous. Il est dans une relation d'amitié. Et amitié veut dire qu'il doit trouver son intérêt à absorber les charges négatives que vous exprimez vers sa personne. Et les charges négatives, s'il le concerne, ben, il sera en mesure, évidemment, en tant que personne, de se corriger par rapport à vous. Mais si ce sont des charges négatives que vous exprimez, c'est des plaintes que vous avez carrément sur votre vie, professionnelle, sociale ou peu importe, et qu'il n'est pas concerné par cet aspect, ben, vous ne devez pas perdre de vue qu'il n'est pas concerné par une quelconque forme d'implication à régler votre problème. Il peut vous exprimer son point de vue sur la situation, mais ne pas vouloir s'impliquer parce qu'il n'y trouve pas une définition d'un intérêt quelconque à régler ce point-là. Bon, c'est sûr que s'il est dans un rapport de développement avec vous au niveau de votre identité et de sa propre identité, la démarche, disons, on va dire, thérapeutique, se fera dans les deux sens. Mais il faut vraiment que ça se fasse dans les deux sens. En d'autres termes, il faudra que vous ayez une capacité d'apport vers sa personne pour améliorer sa qualité de vie mentale, émotionnelle, sociale, financière ou quoi que ce soit du genre. Ça peut être un élément que vous apportez qui est différent de ce que lui ou elle apporte à votre vie, mais il faut que ce soit un élément qui soit vraiment un plan d'échange réel entre les deux personnes. Vous allez trouver que je refroidis sérieusement les rapports amicaux. Au même titre que dans mes habitudes, j'ai tendance à refroidir les rapports qui concernent les jeux d'âme dans le couple. Et dans tout ce qui touche effectivement l'âme. Parce que, bon, évidemment, l'affectivité, je n'ai pas rien contre, mais quand elle est à l'excès dans un registre quelconque d'expérience humaine, elle a tendance à créer un effet de polarisation tellement extrême que l'individu engendre des confusions extrêmes. Ce qui est apparent dans une amitié quand il y a justement cette fameuse polarisation, c'est l'impression de l'acquis. L'impression que
ce qui était, je dirais, relativement distant et où chacun pouvait avoir le droit, comme on dit, de manger ou de régler sa vie comme il l'entendait, ben quand on est trop amis, on a l'impression d'avoir des droits sur l'autre, on a l'impression d'avoir des privilèges. Faites attention aux amis que, exemple, ils sont en rapport avec vous, vous avez un commerce, ils payent leur tribut, ils payent ce qu'ils vous doivent, et que à un certain moment donné, parce que vous êtes amis, ils vous demandent des passe-droits. Une fois ça va, selon votre volonté, ça va de soi, puis à un moment donné, ça devient comme un acquis à vie. Et ça, cette situation-là, vous devez freiner ça. Vous devez freiner l'excès de privilèges qui s'installe comme si le fait d'être ami, ça exigeait de vous de ne pas gagner votre vie, ni plus ni moins, de ne pas survivre. C'est comme si à ce moment-là, l'ami devient un vampire et il se donne des droits, comme on dit, d'ouvrir le frigidaire sans vous en demander la permission. Il se donne des droits d'acheter au prix coûtant votre bien de travail, vos services. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Moi, personnellement, je m'éloigne de ces gens-là qui veulent des privilèges, qui veulent à tout prix mettre l'échange sous leur contrôle et évidemment à leur avantage exclusivement. Pour moi, ça, c'est pas des amis. Ça, c'est des vampires. C'est des gens qui, pour une raison d'impression qu'ils ont un rôle à jouer dans votre vie, ils se donnent une valeur par rapport à vous. Ils ont l'impression qu'il doit y avoir des acquis comme ça, des privilèges. Et souvent, ces mêmes personnes-là ne les donnent pas, les fameux privilèges. Eux, ils le demandent, mais eux vont vous installer un prix pour ce que vous avez, vous, à payer. Bon, les bonnes relations amicales, c'est l'expression typique de les bons comptes font les bons amis. En d'autres termes, si vous avez un ami et qu'il vous prête de l'argent, même si c'est un gros montant, donnez-lui toujours un intérêt. Il dit qu'il n'en veut pas, payez-lui un intérêt. Moi, j'ai l'expression, un cadeau, c'est une dette. Quelqu'un qui vous fait un cadeau vous hypothèque à court ou à long terme. Il va demander éventuellement un privilège quelconque. Je ne crois pas à ces conditions de générosité folle sans rechercher une forme quelconque d'attente ou de privilège éventuel. Donc, une relation amicale strictement pour le privilège, c'est pas tellement un élément équilibré. Si vous avez vraiment un ami, ben, écoutez, si vous vendez un livre 10 $, que vous le payez 6 $, ben, c'est évident qu'il doit payer comme tout le monde 10 $. C'est votre ami, donc il devrait apprécier votre créativité, votre travail, votre effort, et conséquemment, il devrait vous encourager, si on peut dire ça ainsi. Encore là que même le mot encourager est exagéré. Un ami, ça n'encourage pas. Un ami, ça dit j'ai besoin de telle chose. Et il paye pour avoir le service. Si vous lui donnez un avantage ou un privilège, vous êtes en droit d'attendre également un privilège équivalent. Il faut que vous ayez une comptabilité équilibrée dans votre échange et non pas simplement cette impression de se rendre service sur une base d'acquisition. Il ne doit pas y avoir dans vos relations amicales cette sensation d'acquis. Et ça, j'y tiens beaucoup. Beaucoup de gens m'ont reproché d'être très radical sur ce point. Mais en ce qui me concerne, je peux considérer que tous les amis que j'ai eus qui avaient un caractère vampirique sont des gens qu'aujourd'hui je ne suis plus intéressé à voir parce que c'est des personnes qui m'ont laissé un très mauvais souvenir de la relation parce qu'ils m'ont saigné, ils m'ont désavantagé par rapport à l'échange. Et éventuellement, j'ai été obligé de couper. Si ça vous arrive, ne vous gênez pas pour faire ces coupures-là. Des fois, ça peut être des membres de la famille. Des fois, ça peut être des personnes qui touchent notre couple, style le beau-frère, la belle-sœur, quoi que ce soit, et qui essaient de s'insurger ou qui essaient carrément de se placer entre vous et votre partenaire. Et là, sa situation devient aiguë par rapport à vous à cause que, bon, ces gens-là s'investissent trop dans votre intimité ou s'investissent trop dans des privilèges qu'ils n'ont finalement pas droit d'avoir pour des raisons qu'ils ne créent pas l'échange d'une façon équilibrée et ne conservent pas leur objectivité. L'autre point, jusqu'où on peut aller dans une confidence avec un ami? Ben écoutez, c'est simple. Si vous faites des confidences où vous êtes vulnérable, c'est délicat autant avec votre couple, s'il n'y a pas d'ouverture d'esprit, comme c'est évident que ça peut être très délicat avec un ami si il ne contient pas la mesure de la confidence, c'est-à-dire l'importance ou l'intensité qui est liée finalement à votre vulnérabilité.
En d'autres termes, si vous êtes vulnérable, votre partenaire en couple peut être un élément dangereux dans son jugement, comme un ami. Et l'ami peut, par l'objectivité et la froideur de son regard sur la situation, peut des fois même vous aider plus que votre partenaire dans l'intimité parce qu'il est, comme on dit souvent, partie prenante du problème. À cause qu'il vit avec vous, à cause qu'il subit les contre-coups de votre déséquilibre, que l'ami, lui, n'a pas nécessairement subi et qui, conséquemment, devrait, en théorie, être capable de contenir la situation parce qu'il est capable de prendre distance du problème, capable de l'oublier en d'autres termes. Est-ce qu'on doit pleurer pour un ami quand on le perd? Bon, écoutez, quand on pleure, faut être honnête, on pleure, c'est ce qu'on manque. On pleure pas sur la personne qui disparaît. C'est ce qui nous manque de la personne qui nous avantageait en quelque part, qui nous crée un déséquilibre. Donc, si vous êtes dans une situation où vous dites, bon, ben, j'ai beaucoup pleuré pour mon ami qui est mort ou qui est disparu, ben, c'est parce que vous avez pleuré sur son absence, sur son impuissance éventuelle dans le futur à vous donner un retour sur votre développement, sur votre équilibre, sur tout ce qui demande d'être objectif sur la vue de votre vie. Évidemment, dans cette situation-là, soyez aussi vous-même très franc. Regardez qu'il vous faut un autre ami qui est capable, si c'est possible, d'avoir un regard aussi objectif que celui que vous avez perdu. Vous allez me dire, oui, mais c'est irremplaçable. Bon, c'est vrai que dans certaines circonstances, il y a des gens qui sont uniques dans la vie que l'on mène. Mais dans une étape donnée, on a toujours une personne qui peut nous aider à s'affranchir d'une lourdeur karmique et qui est capable également, de par sa présence, de nous alléger le fardeau de l'existence. Des amis, il y en a pour toutes les étapes de notre vie. Il peut y avoir des amis à vie. Il peut y avoir des gens qui, par leurs souvenirs, conservent un esprit intelligent, une dynamique de perception intelligente. Et ces souvenirs-là sont liés à la construction de l'échange que vous avez eu et qui va, comme on dit, coller à votre mémoire jusqu'à la fin de vos jours. Donc, rien n'est perdu parce que finalement, c'est ce qui s'est passé entre vous. C'est cette construction psychique et mentale qui s'est vécue entre vous deux qui va perdurer par le biais de l'esprit, par le biais d'une relation, on va dire, télépathique sur les plans.